Je vous propose un ordre sur ces 4 mots. Une salle, la salle 3, était sur le mot de relocalisation. Est-ce que vous avez un rapporteur qui peut nous dire en 1 minute, 2 minutes, la synthèse des échanges et ce 3. Oui, oui, bonjour. Relocalisation. Oui. Merci. Vous me recevez ou pas? Oui, on entend Parfait. le son, on n'a pas encore l'image. Alors, et voilà l'image. Benjamin Favre, c'est ça? Fèvre, donc de l'agence ADOC à Toulouse. Allez, qu'est-ce que c'est l'agence ADOC? Agence de développement économique de la région Ah oui, Occitanie. on a vu de nombreux la région, les entreprises. de l'agence ADOC. Oui. Voilà. Le sujet nous passionne. On était d'ailleurs nombreux dans ce groupe. Donc, je vais en profiter pour vous synthétiser ce qu'on a pu échanger sur la relocalisation. Donc, je m'excuse auprès de mes partenaires si je ne suis pas suffisamment complet, mais en tout cas, sont précédentes, un problème de sémantique autour du mot relocalisation, finalement, qui a un peu une consonance à récupérer ce qu'on a perdu auparavant avec un ancien modèle qui peut être aujourd'hui désuet. Dans nos échanges, l'idée, elle était davantage de se projeter dans un nouveau modèle plus pérenne. Et finalement, on avait même une proposition sémantique pour remplacer ce mot de relocalisation avec un renouveau industriel. Alors, à prendre ou à laisser ou à remodeler, mais en tout cas, ça traduisait davantage l'idée qu'on s'en faisait. Finalement, c'était une relocalisation aussi qui avait une consonance à se concentrer sur l'industrie et l'outil productif. Et en fait, ce n'est pas que ça. On va se réapproprier finalement les grands centres de décision et l'ensemble des parties prenantes autour des projets. Également l'innovation, la recherche et développement. Et enfin, en fait, c'est le grand enjeu, c'est se créer une forme de résilience et avoir aussi une responsabilité, donc une maîtrise de l'impact qu'on va avoir par cette relocalisation et une maîtrise de la valve environnementale dans le choix des matériaux et de la logistique simplifiée. Également la qualité, la technicité des produits, les coûts de cette technologie. Il se fera pas, et enfin, il se fera surtout si on anticipe suffisamment les futurs besoins et on pense notamment aux compétences qui peuvent être un frein pour cette relocalisation. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce retour qui a travaillé sur réindustrialisation. Je veux bien, on n'a pas désigné, notre conversation a été dense et on n'a pas pris le temps de désigner un rapporteur, mais je veux bien dire un petit mot. La discussion, c'est beaucoup poser la problématique pour essayer de sortir à l'industrialisation. Et la difficulté alors que les aides à l'innovation sont assez bien structurées, et il disait avoir soutien là-dessus, et en écho des opérateurs de la région, la région, mais aussi des représentants de l'agence ADOC autour de ces questions de fonds des questions de soutien filière qu'il a évoqué pour ce qui a été évoqué au travers de permettre la réindustrialisation, c'est permettre à des solutions difficiles et particulières pour une activité industrielle de passer à la série. Merci François. Et en un mot,
monter des consortiums et des expérimentations en matière de recherche environnementaux. Donc, ce qu'on s'est dit, nous, dans notre groupe, on est parti de la définition de l'ADEME, de ce qu'était la transition écologique, qui était une approche aujourd'hui écosystémique, c'est-à-dire prendre en considération les transitions sociales, les risques géopolitiques ou autres. Et l'idée, c'était aussi de sortir, nous, ce qu'on s'est dit rapidement, c'est qu'il fallait sortir du côté sustainable des anglo-saxons, qui aujourd'hui, quand on le transforme en France, est une approche qui est très RSE. Or, aujourd'hui, il faut que l'innovation et la technologie soient le moteur pour atteindre la transition écologique, comme de la réduction d'impact. Donc, en fait, le côté sustainable, qui est souvent un côté réduction des externalités négatives, ou économie circulaire qu'on évoquait ce matin, ou dans le local, il vaut mieux avoir une approche qui soit vraiment globale, d'un point de vue international, d'un point de vue transfilière, transsectoriel. Mes propos. Donc, un des premiers constats qui a été transmis par le groupe, c'est de souligner les plus, on va dire, de la région et peut-être de l'évolution de l'industrie. Donc, la première, c'est qu'on est plusieurs à souligner qu'il y a d'ores et déjà une évolution, on va dire, dans les démarches écologiques de l'industrie sous ces dernières années, et que certains participants soulignaient il était notable d'un élan, on va dire, des industriels de la région Occitanie à intégrer ces thématiques, ces démarches et cette responsabilité écologique dans leurs activités. Un autre point, le focus s'est également fait sur la notion de la recherche et l'investissement de la recherche au niveau de la région Occitanie, avec l'intervention d'une personne de l'INRAE sur les investissements et l'axe fort qui a été effectué en transition écologique au niveau de la région et finalement comment cet axe a été investi et a engagé à une transformation aussi des outils agroalimentaires. Dans ce positionnement de recherche aussi sur l'axe écologique, il a été parlé de recherche éthique. Alors, l'éthique écologique a été investie et du coup, dans cette définition, c'était de dire également qu'une recherche éthique au titre de chercheurs aujourd'hui engagés sous une approche globale, éco-environnement, sous un objectif de préservation de biodiversité, mais cette notion de chercheur engagé a été également soulignée. Et peut-être que la transition également, la définition de transition écologique pouvait être étendue à une notion de santé écologique, donc santé globale, intégrant à la fois l'environnement et l'humain en fait. Ce qui peut... voilà. Dans cette démarche de définition de comment intégrer les différentes dimensions ou démarches écologiques, il a été fait mention que souvent la croissance économique était en opposition avec finalement un modèle écologique et que vraisemblablement dans chacun des points négatifs ou positifs de chacune de ces grandes approches, il y avait une étude à faire pour trouver finalement une notion comment dire, que les arguments d'opposition pouvaient porter la démarche de définition finalement d'une industrie écologique et durable ou éco-responsable. Alors, j'essaye d'aller dans les idées qui ont été portées. L'autre démarche, c'est de dire qu'effectivement, qu'on est dans une forme d'agrégat de différentes actions et que finalement, cet agrégat de différentes actions peuvent être en partie cloisonnés et qu'il est véritablement important qu'il y ait une action globale, peut-être régionale, peut-être nationale, mais qui puisse intégrer finalement les différentes démarches et qui puisse justement porter et peut-être définir
pour faire que c'est définir l'industrie éco-responsable, pour faire que justement ces différentes actions ne soient plus segmentées, mais puissent être associées dans une démarche beaucoup plus globale. Et cette démarche était liée aussi à la notion de souveraineté, cette réflexion était liée aussi à la notion de souveraineté. Finalement, comme il a été présenté au préalable, la notion également d'identification des compétences, d'identification, on va dire, des actions et de la notion des actions de service et d'industrie était indispensable à pouvoir, je dirais, rentrer dans une démarche plus globale au niveau de la région également. Tout en inscrivant effectivement, il me semble que là, je parle peut-être à titre personnel, mais c'était relevé que l'action se mène autant au niveau de chacune des petites actions, alors peut-être plus comme il a été présenté auparavant comme une notion de durabilité, mais en tout cas, toutes les actions qui sont à mener à n'importe quelle taille et échelle d'entreprise est importante, tout en intégrant en parallèle une stratégie forte qui est une stratégie de croissance également. Désolée. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Et je vais donc maintenant inviter les groupes souveraineté à prendre la parole. C'est les deux derniers groupes que nous avons à écouter. Qui Souveraineté. Oui, bonjour. Sur transition écologique. Sur. Oui, Ouais, pardon. on est sur la salle 1, on était sur transition écologique aussi. Audrey. Oui, voilà. Ah oui, j'ai manqué Audrey. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, moi, je suis Audrey Zalari et je travaille à Toulouse Tech Transfer. C'est la société d'accélération de transfert de technologie qui se situe à Toulouse. Alors, en ce qui concerne la transition écologique, donc, pour l'industrie, on est parti en fait sur un postulat général qui était un objectif de réduction d'empreinte environnementale. Et cette réduction d'empreinte environnementale, elle est génératrice de plusieurs facteurs. Ces facteurs sont au nombre de 3. On a décelé des facteurs de contrainte, des facteurs d'adaptation et des facteurs d'opportunité. Donc, on n'a pas assez de temps de parole pour les développer, mais vous aurez compris qu'ils sont assez vastes à développer. En revanche, ce qui est assez revenu dans notre discussion, c'est aussi que cette transition écologique pour l'industrie, elle ne pouvait pas être décorrélée du territoire. Donc, la prise en compte du territoire, de sa géographie, de ses habitants, de leur acceptabilité, de l'industrie déjà en place dans ce territoire, c'est quelque chose de très important. Ça veut bien dire finalement que repenser une industrie, c'est aussi le faire avec toute la sociologie du territoire en question. On a eu ensuite plusieurs sujets de discussion, donc 3 sujets principaux. Le premier, c'est bien évidemment pour l'industrie, est-ce qu'on doit maintenir notre niveau d'énergie consommée? Et ça, c'est une grande question qui s'oppose souvent à la demande de sobriété de certaines communautés. Donc, s'il faut réduire l'empreinte environnementale, il faut électrifier d'autant plus, mais électrifier d'autant plus, forcément, ça ne veut pas dire peut-être réduire notre croissance aussi. Donc, il y a une question, une opposition. Alors, je ne sais pas si c'est une opposition, mais il y a forcément une question entre niveau de consommation et croissance aujourd'hui. Le deuxième sujet a beaucoup porté aussi autour de la recyclabilité, c'est-à-dire des nouveaux systèmes de production électrique. Forcément, électrification, on va la chercher où? Si on va la chercher auprès des énergies renouvelables, eh bien aussi quid de la recyclabilité de ces nouveaux systèmes. Et puis enfin, un troisième et dernier sujet qui est un enjeu aussi, un gros sujet de discussion, c'est vraiment l'emprise foncière. Donc là aussi, en particulier des énergies renouvelables, hein, où on voit quand même que ça ne se passe pas toujours très bien quand il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques, quand il s'agit d'installer des éoliennes. Bref,
finalement des futurs systèmes qui vont produire de l'énergie qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, mais qui vont prendre beaucoup de place eh bien, sur nos sols. Donc, il va y avoir une modification peut-être aussi de notre géographie à repenser, ou à accepter ou à refuser. Voilà, plein d'autres sujets, mais c'est les principaux qu'on a abordés. Pour ces portes ouvertes sur une variété de dimensions de la transition écologique. Et maintenant, allons vers souveraineté. Souveraineté avec deux groupes qui ont travaillé sur le sujet, les deux groupes 2 et 5. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on entend, mais on n'a pas encore l'image. Voilà l'image. Voilà. Je suis Camille Malaval, je suis chargée de mission à la région, à la direction enseignement supérieur et transfert de technologie. Et j'avais été désignée pour prendre des notes sur un des groupes souveraineté. Donc, je vais essayer de faire un retour rapide et complet de ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on a pas mal débattu et ça a été difficile de tout résumer. Et donc, pour reprendre la souveraineté dans ce qu'on a lancé au départ du débat sur les mots-clés qui sont ressortis, c'était tout d'abord la notion de liberté, d'indépendance et aussi, à côté de ça, la notion d'autorité et d'appliquer un pouvoir ou pas dans cette notion de souveraineté. Et à ce niveau-là, se poser la question d'échelle aussi, d'appliquer la souveraineté à l'échelle européenne, puisque c'est une nécessité, et on l'a bien vu dans les débats précédents, à l'échelle nationale, où il y a beaucoup d'éléments politiques à prendre en compte, et les notions de lobbying aussi, et à l'échelle de la région, où c'est sur une notion de relocalisation, réindustrialisation, de ramener sur les territoires. Et du coup, c'est ces différentes échelles qui doivent s'organiser entre elles, et voilà, ça a été un sujet de discussion, et c'est vrai que c'est difficile de résumer en 1 minute, mais c'est des notions qu'on a discutées et qu'il faut avoir en tête sur qu'est-ce que peut représenter la souveraineté pour nous dans l'avenir et maintenant. Et dans les autres mots-clés qui sont ressortis au départ, et après j'essaierai de faire la conclusion de ce qu'il en est sorti, c'était aussi que les modèles devaient être différents et repartir encore sur les présentations précédentes sur une industrie qui devait être plus humano-centrée et donner du sens à l'emploi, puisqu'il y a des constats qui ont été faits dans différentes filières, mais c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de l'aéro parce que c'est un sujet prégnant, notamment pour notre région. Que il y a des projets de relocalisation, des projets d'ouverture d'emploi, mais c'est difficile de trouver les gens pour ces emplois parce que les jeunes n'ont plus les mêmes modèles, on n'a plus les mêmes façons de travailler et le besoin de donner du sens à l'emploi. Et donc, il y a une notion de humano-centrer la nouvelle industrie qui est importante et de prendre en compte les gens qu'on veut employer et les impliquer. Je continue. Un autre mot qui était ressorti et qui avait été mis en avant comme un mot majeur, c'est la notion d'éthique aussi, dans ce besoin de souveraineté, donc, qui ressort dans les autres sujets, bien sûr. Donc, on se retrouve tous les uns les autres. Et du coup, voilà, pour reprendre les mots de conclusion qu'on a fait sur la toute dernière minute en voyant le décompte des secondes, c'était que dans cette souveraineté, on voulait faire ressortir dans les mots-clés le côté de l'industrie, mais aussi le social et aussi l'environnemental. Donc, c'est important de réussir à faire du lien et de créer des économies résilientes et responsables. Et dans cette idée-là, il a été mis en avant de mettre en avant aussi la façon dont les industries et les entreprises sont en train de se réinventer, et notamment l'implication des jeunes, qui a été vraiment un sujet de débat là, qui sont en fait déjà en train de réinventer les modèles de start-up, les modèles de construction. Et donc, en toute fin, ce que j'ai noté, c'est qu'il fallait bien maintenir un continuum dans cette recherche de souveraineté, un continuum entre la recherche, l'innovation,
l'industrie, mais aussi la formation, et qu'il y avait un vrai besoin d'agilité. Donc, il fallait réfléchir cette souveraineté à tous les niveaux et de façon agile. Merci beaucoup, Camille, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et donc, dernier groupe à traiter de souveraineté. Alors, je peux peut-être intervenir. Je ne sais pas si vous faites référence au premier groupe dans lequel j'ai été versé, qui était celui avec Christophe Carré. Au début, on était 3 ou 4, et puis finalement, nous sommes retrouvés, Christophe et moi, à évoquer la thématique de la souveraineté. Nous sommes assez vite tombés d'accord pour dire que l'Union européenne était finalement un des échelons importants dans la distribution contemporaine de la souveraineté, l'échelon supranational mais régional, puisque l'Union européenne est l'organisation internationale régionale la plus vaste et la plus aboutie, qui fonctionne extraordinairement bien. Pour reprendre un terme usité par Pascal Lamy, l'Union européenne a un pouvoir de type liquide, alors que les États ont un pouvoir de type solide, et les organisations internationales autres de type onusien au niveau mondial ont un pouvoir beaucoup plus gazeux. Ce qui est décidé au niveau européen est généralement ensuite bien implémenté dans les différents États membres, et il est heureux de constater que l'Union européenne a effectué un tournant, a pris un tournant ces dernières années à la faveur de différentes crises qui ont pu remettre en cause la mondialisation contemporaine, la crise financière de 2007-2008, ensuite la crise de la zone euro en 2010, 11, 12 et 13, et puis enfin, bien entendu, dernièrement, la crise du Covid, dont on a parlé régulièrement au cours de cette matinée. Toutes ces crises légitiment un besoin d'autonomie renforcée au niveau européen, mais une autonomie qui ne soit pas pour autant synonyme de protectionnisme. C'est bien la raison pour laquelle le terme qui aujourd'hui fait consensus au niveau européen, c'est celui d'autonomie stratégique ouverte plutôt que de souveraineté stricto sensu, un petit peu plus à la française, en tout cas tel que cela est porté par Emmanuel Macron. Et les déclinaisons politiques dans lesquelles on peut observer cette autonomie stratégique ouverte, elles sont nombreuses. Il y a bien entendu les domaines régaliens, avec des percées en matière de politique étrangère et de défense, avec un agenda sur la fiscalité qui a quand même beaucoup progressé au cours de ces dernières années, avec un agenda aussi sur le contrôle des flux migratoires et un renforcement des frontières extérieures de l'espace Schengen. Mais bien entendu, ce qui nous a occupé avec Christophe dans les quelques minutes qu'on a pu avoir, ça a été la dimension économique et spécifiquement industrielle, où l'on voit qu'il y a non seulement des programmes européens qui visent à non pas tellement relocaliser, mais réindustrialiser un certain nombre de territoires, parce que c'est vrai que l'industrie est distribuée d'une façon assez inégale. On l'a bien vu sur la carte de David Kousker tout à l'heure. C'est vraiment le centre de l'Europe, et en particulier l'Interland allemand qui est aujourd'hui le plus prospère à cette aune-là. Il y a donc une volonté de l'Union européenne de muscler ces industries avec des programmes de financement, des programmes aussi à dimension sociale, par exemple le Fonds de transition juste qui vise à accompagner la reconversion des travailleurs des régions qui ont vocation à être décarbonées, où les industries changeraient de nature. Il y a aussi des grands programmes d'investissement, la grande facilité pour la relance et la résilience, qui fait partie de ce qu'on appelle Next Generation EU, oriente des financements massifs dans la transition écologique et dans le développement du numérique. Et l'ensemble de ces politiques ont vocation à être accompagnées par les États. Au niveau européen, il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est la réorientation de la politique commerciale qui sert cette politique industrielle aussi, avec un renforcement des outils de lutte contre le dumping, avec aussi une meilleure prise en compte des enjeux écologiques et sociaux lorsqu'on développe des accords commerciaux
avec nos partenaires. Et bien entendu, la politique industrielle européenne, le renouveau… Olivier, on va revenir peut-être sur ces sujets-là. Oui, oui. Je m'arrête. Ou en conclusion… Oui, en conclusion, c'est qu'il y a vraiment une réorientation de l'action européenne en faveur de l'industrie, et ceci est très, très, très positif. Merci Olivier. Je vous propose de regarder le travail de Lila. Ça marche, c'est possible, c'est vraiment en temps réel. Et est-ce qu'on peut voir le dessin, la facilitation graphique de ce retour des ateliers sur ces mots du débat, et qu'est-ce qui apparaît? La connexion est instable. Et là, en ce moment, ce n'est pas le bon moment. Ah bah, donc, on reviendra un peu plus tard sur ce sujet. Alors, je vais demander à mon voisin de droite, Christophe, de dire 2 ou 3 choses entendues ou pas entendues dans ces mots du débat. Oui, et puis de vous relancer un peu avant vos interventions des différents invités, puisqu'on voit bien qu'il y a certains sujets que vous avez déjà commencé à vraiment explorer. Donc là, peut-être qu'il faut qu'on rentre vraiment dans la discussion autour de ce qui vient déjà d'être dit, plutôt qu'une juxtaposition, on va dire, d'intervention. Moi, il y a 2 choses qui me frappent. Donc, là, on voit bien qu'on va revenir dans des termes peut-être pas très équivoques, peut-être assez consensuels, mais on va le vérifier, sur réindustrialisation et souveraineté, en tout cas des positions qui commencent à se dégager. Moi, il y a deux choses qui me semblent absentes et une troisième qui m'interpelle. Première chose qui semble absente, c'est relocalisation, finalement, est-ce qu'on l'évacue? Et est-ce qu'il y a un lien entre relocalisation et questions écologiques? C'est au-delà des aspects vouloir ramener chez nous, est-ce que la question de l'écologie a un effet presque mécanique si on impute les coûts réels de relocalisation de certaines activités? Comment on peut le mesurer? Ça, c'est aussi lié au débat européen sur les correctifs carbone aux frontières de l'Union. Deuxième chose, je suis pas étonné, mais frappé par la diversité des mots associés à la transition écologique. Alors, c'est évident que la transition écologique, c'est forcément très, très polysémique, il y a beaucoup d'aspects. Mais certains parlent de transition, d'autres de bifurcation, de réduction d'impact, de transformation collective par l'innovation. Est-ce qu'on peut revenir sur ces mots-là pour voir ceux dont vous pensez que ce seraient les meilleurs mots à associer à la question écologique? Et ma troisième remarque, c'est finalement, peut-être qu'on y reviendra à la fin de l'échange, mais il y aura un enjeu quand même de comment on peut débattre avec les citoyens de ces mots-clés, comment on peut donner un récit autour de l'avenir de l'industrie qui s'appuie sur certains des mots, mais de manière simple, intelligible, plus ramassée peut-être que la diversité des pistes. Et puis je termine en disant qu'il y a des mots dont personne n'a parlé: export, excellence, ça est revenu dans une seule intervention. Et puis, il y a des mots qu'on a entendus, et pour moi, ils avaient un ordre dans le passé. Pour moi, on disait souvent 1, innovation, 2, investissement, 3, compétences, 4, écologie, ou 3, écologie, 4, compétences. Est-ce que maintenant, il y a un nouvel ordre des mots? Et s'il y avait un nouvel ordre des mots, sans en exclure aucun, lequel serait-il? Qu'est-ce qui est premier aujourd'hui comme levier pour inventer cet avenir? Merci. Donc, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont fait une restitution des débats des petits groupes et inviter maintenant les 5 intervenants à prendre la parole, inspirés par ces retours et inspirés par les 3 points et même un peu plus suggérés par Christophe à l'instant. Voilà, qui veut apporter? Je veux bien réagir, en particulier sur un des points que Christophe vient d'évoquer, c'est est-ce qu'il faut évacuer le terme de relocalisation? Si on entend par relocalisation, et ça a été dit, le retour à une situation antérieure,
je pense qu'en effet, le terme n'est pas approprié. En revanche, et c'était présent dans un schéma que nous a présenté David Kousker, si la relocalisation intègre en particulier le retour de production sous-traitée pour aider l'industrie à sortir de sa dépendance ou permettre en tout cas de diversifier et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, alors il faut qu'on parle de relocalisation. Et dans le schéma d'ailleurs que proposait David, on avait cette flèche qui reliait les deux, qui passait par cette dimension de relocalisation des productions sous-traitées à l'étranger. Et d'ailleurs, moi je voudrais partager quatre convictions qui sont autour de ça et peut-être partir de celle-là. Lorsque le premier confinement est arrivé, où on a vu remonter ces questions, ces mots qui sont apparus dans le débat public au moment où la France était arrêtée et donc où l'activité industrielle était arrêtée, on s'est interrogé pour dire mais comment est-ce qu'on peut qualifier ce qui se passe? Est-ce que justement il faut trouver des solutions de financement pour relocaliser ou pas? Et donc on s'est adressé à David Kousker et on lui a demandé de nous dire comment l'industrie en France aujourd'hui fonctionnait et en particulier comment est-ce qu'on pouvait qualifier, quantifier ce potentiel de réindustrialisation. Et David a fait ce travail à l'échelle non pas simplement de la France, mais de chaque région et par filière industrielle. Et on a fait ce travail-là pour essayer de voir quel était le niveau de dépendance et comment est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur l'analyse de cette dépendance, de l'organisation des chaînes d'approvisionnement, de la cartographie des chaînes d'approvisionnement pour en faire un levier de développement local. Et donc, on a pu d'ailleurs partager avec la région Occitanie la petite monographie qui a été faite sur la région Occitanie et cela dans chacune des régions pour essayer de travailler. Et on pense qu'il y a un levier important pour reconsidérer avec les industriels, parfois à l'échelle de leur entreprise, parfois à l'échelle des filières, en tout cas avec les régions comme organisatrices de ce débat, pour réfléchir à une sécurisation, une diversification des chaînes d'approvisionnement et de s'en servir comme un levier de développement local. Et là-dessus, on pense qu'il y a un très gros potentiel et que ça rejoint des préoccupations qui ont été évoquées dans les différentes comptes rendus qui viennent d'être faits, où justement on a une dimension de développement local plus fort et où l'industrie se pose des questions de l'organisation de ses fournisseurs à l'échelon local. Donc ça, c'est la première conviction et on croit beaucoup dans la force que représente cette cartographie des chaînes d'approvisionnement pour pouvoir reposer les questions de réindustrialisation. Les autres sujets, ça a été évoqué, c'est que quand on veut réindustrialiser, il faut bien partir de réponses concrètes aux besoins d'investisseurs industriels. Il faut trouver des réponses en termes de foncier, des réponses en termes d'aménagement de zones d'activité, d'immobilier d'entreprise. Et sur le foncier, le faire en ayant aussi en tête l'idée qu'on doit poursuivre des objectifs de faible artificialisation ou de zéro artificialisation. Et donc, il y a des sujets autour de la restructuration des friches industrielles. Qu'est-ce qu'on fait des zones qui ont été abandonnées, qui sont aujourd'hui polluées, qui ont, avant d'être remises sur le marché, besoin d'être traitées. Et il y a une question importante autour de l'aménagement industriel. Voilà. Et y compris, on l'a évoqué là, dans les réponses qui sont à apporter aux startups industrielles, on a des demandes qui sont formulées par des startups industrielles d'avoir, à l'échelle de chaque région, des lieux, des pépinières industrielles. Alors, ça existe déjà, mais peut-être de façon plus systématique, où on puisse trouver des solutions d'accueil de l'activité industrielle, donc avec ce que ça a de spécifique. Ce n'est pas des bureaux, c'est des mini-chaînes de production. Est-ce qu'il faut développer ce que l'État a commencé à faire autour des manufactures de proximité, des micro-usines? Bref, il y a en tout cas des sujets qui nous semblent intéressants au travers des réponses qui peuvent être faites
aussi bien pour de l'activité traditionnelle industrielle, avec une zone industrielle, et se poser la question d'ailleurs de savoir c'est quoi une zone industrielle aujourd'hui, est-ce qu'il y a des services à y développer, et nous on pense qu'il y a de quoi améliorer l'attractivité des territoires en travaillant là-dessus. Troisième sujet, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué, c'est la question des compétences et de la formation. On voit bien que c'est une clé de l'attractivité des territoires. Et d'ailleurs, je voudrais juste donner une anecdote à ce sujet. On est souvent mobilisé par la Banque des Territoires, par Business France, qui gère pour le compte de l'État les prospects industriels d'investisseurs étrangers. Et dans les cahiers de prescription qui sont faits par les porteurs de projets industriels, j'ai été assez surpris de voir que de plus en plus souvent, la première des demandes, la première des attentes pour gérer, pour analyser l'attractivité d'un territoire, c'est la capacité à trouver sur ce territoire les compétences dont ils ont besoin. On a été sollicité récemment par un grand groupe de la tech qui avait besoin qui avait défini comme priorité une liste d'emplois qui allait d'ingénieurs aux cadres, aux ouvriers, dont ils pensaient que le territoire avait besoin pour se développer. Et puis, je finis, juste toute dernière chose, c'est sur l'impact environnemental. Donc, on voit bien qu'il y a s'il y a une envie d'industrie, il faut qu'elle soit aussi, qu'elle prenne en compte l'acceptabilité des territoires pour qu'elle s'y développe. Et là aussi, dernière conviction, donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour que, en termes d'utilité, on ait des solutions. Donc, sur l'énergie, le traitement des déchets, des solutions de mobilité, on ait des solutions qui soient moins impactantes pour l'environnement et qui fassent que l'industrie s'y développe dans des conditions plus acceptables pour tous. Voilà, merci beaucoup François. Après François, je voudrais donner la parole à Christophe tout de suite et aux trois autres intervenants. Donc, je vais vous demander à chacun d'être sur 3 minutes dans vos interventions pour qu'on réussisse à tenir un objectif de clore avant 13 heures. Voilà. Donc, c'est une intervention courte de 3 minutes pour chacun des 4 qui viennent maintenant. Merci. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Christophe dans sa synthèse et regretter qu'on ait peu parlé de relocalisation et écologie. C'est vrai que c'est un sujet essentiel. Moi, je voudrais simplement, sur ce sujet, par rapport à ce que dit Olivier Marty tout à l'heure sur le contexte un peu européen, dire que pour moi, il y a des effets mécaniques de relocalisation dès lors qu'on muscle un petit peu la souveraineté entre guillemets européenne sur un certain nombre de sujets et qu'on rend la concurrence plus équitable. Et donc, l'ensemble des politiques publiques européennes dont Olivier a parlé tout à l'heure, de mon point de vue, ont un effet mécanique dès lors qu'ils réduisent le dumping fiscal et social. Vous avez parlé à juste titre de la taxe carbone aux frontières qui va avoir un effet direct, mais il n'y a pas que celui-là. Parce que qu'est-ce que c'est la mondialisation au fond? C'est simplement des grands donneurs d'ordre qui font des arbitrages sur toute la chaîne de valeur et qui font appel avec des chaînes de sous-traitants et ils font appel au moins-disant social-environnemental qui sécrète sur la chaîne de valeur et donc les productions peuvent parcourir différents territoires dans le monde en fonction des opportunités justement de dumping, de moins-disant social ou fiscal dans tel ou tel pays. Dès lors qu'on a des politiques européennes publiques qui évoluent dans un sens différent, avec bien sûr la taxe carbone aux frontières, mais aussi avec la politique commerciale qui évolue, avec les clauses sociales environnementales, qu'on appelle le chapitre développement durable des accords de libre-échange. Quand on impose, ou quand on impose pas tout à fait, il y a encore des progrès à faire, mais on progresse en tout cas, le contractant d'un pays tiers à l'Union européenne doit répondre à certaines conditions sociales environnementales telles que la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail pour ce qui est le social ou l'accord de Paris pour le climat pour ce qui est l'environnemental. Dès lors, il y a moins d'intérêt de dumping fiscal et social pour les entreprises multinationales dans ces pays tiers. Et donc, ça a un effet encore mécanique pour inciter une relocalisation puisqu'il y a moins d'intérêt de fait et il y a moins de dumping. Et c'est un effet, encore une fois, mécanique. Il y a aussi tout le chapitre de la politique de l'Union européenne sur les subventions d'État.
qui est nouveau aussi. Donc là, lutter contre les subventions d'État, on vise les Chinois qui subventionnent nos entreprises pour venir prendre des parts de marché en Europe. Donc là, encore une fois, c'est un effet mécanique de fait pour rapatrier une certaine production au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est tous ces effets de concurrence pour rendre une concurrence plus loyale qui, de ce point de vue, avec des standards environnementaux de haut niveau, écologiques, donc, qui permettront à un moment ou à un autre d'avoir une incidence sur une relocalisation. Donc, ça, il faut le prendre en compte d'une façon importante au niveau européen, évidemment, après, au niveau des pays membres de l'Union européenne et a fortiori des régions, il faut redistribuer, mais ça se refait par un aménagement économique du territoire, les fonds structurels de développement régionaux par rapport aux subventions européennes, etc. Mais voilà, moi, ce que je voulais simplement insister sur les effets mécaniques de relocalisation qui seront déduits directement d'une politique publique européenne qui est plus protectrice, donc plus souveraine. Merci beaucoup, Christophe. Et, Olivier, quelque chose à ajouter par rapport à votre rapport juste il y a quelques minutes? Écoutez, non, pas tout à fait. Je suis heureux d'entendre Christophe dire en d'autres termes ce sur quoi nous étions, je crois, tombés d'accord, effectivement, que l'Europe est devenue plus souveraine, notamment dans sa dimension industrielle, avec une politique multifacette au service de cet objectif. OK, Olivier, merci. Et je vais aller vers Nathalie et Eloa, qui vous êtes porteuse de transition écologique. Vous avez entendu beaucoup de choses, le thème a été beaucoup développé avec beaucoup de mots aussi. Quel complément avez-vous envie d'apporter après tout ce que vous avez entendu? Nathalie? Bon, je me demandais si c'était Eloi. Alors, d'ordre déjà, effectivement, la définition des mots est complexe. Alors, je ne me lancerai pas dans cette définition-là. Rien que sur la biodégradabilité, on ne s'entend pas tous. Donc, je dirais au niveau de la transition écologique, je pense que le débat peut durer toute la journée. Ce que je crois, c'est que ce qui pourrait nous rejoindre tous, c'est une industrie qui résorbe son impact et qui a une action qui va résorber son impact au sens global. Et je pense que c'est ce que veulent dire tous ces mots et que chacun peut être un peu spécialisé. Mais ce qui est recherché à travers tous ces mots, c'est un impact moindre. Et comme a pu bien le traduire, par exemple, le groupe auquel j'ai participé, un impact moindre sur l'environnement et un impact moindre sur la santé, puisque c'est le même objectif. Un autre point majeur, c'est, et du coup je le porte, et j'étais heureuse de l'entendre de la part de mon groupe, je ne l'ai pas dit, la compétitivité sera demain écologique. Je le porte au quotidien. Les industriels qu'on accompagne en ont pris conscience, et une de leurs difficultés, ça c'est un retour de terrain, c'est comment ils le mettent en œuvre. Enfin, vous entendez, la définition est complexe, et la définition opérationnelle est très, très complexe. Et pour le coup, effectivement, un des points majeurs, au-delà de l'ensemble des stratégies qu'on peut porter et essayer de définir, c'est comment on le traduit dans l'industrie chaque jour. Alors, soit on le traduit à travers des grands projets et de l'innovation, je vais appeler ça écologique, un peu de rupture, qui nous apporte des nouvelles solutions. Mais je crois qu'on a une démarche à apporter auprès de chacune des sociétés. Et dans cette démarche-là, il y a un énorme travail de formation. Nous, aujourd'hui, on forme énormément les industriels et on accompagne à travers des ateliers les industriels sous une identité qui est la leur, dans une démarche qui est toujours de résorber leur impact. Et chaque point d'action sera bénéfique, je dirais, à l'industrie et à l'environnement. Je pense que c'est ça qui est primordial. Ensuite, comment on le fait collectivement? Je pense qu'effectivement, la réflexion collective est importante. Faire entrer le citoyen dans ce type de démarche est, à mon avis, très complexe. Aujourd'hui, une de nos difficultés pour nous, si je donne un exemple, c'est que, par exemple, les produits cosmétiques sont aujourd'hui beaucoup dirigés sous l'acte d'achat
on va dire, du consommateur. Elle n'engage pas forcément à des grandes transitions écologiques sur les produits à proprement parler. Elles ne sont pas toujours ultra bénéfiques dans une démarche. On va répondre à la demande du consommateur, mais on ne va pas forcément être dans une démarche d'intégration plus globale de l'impact environnemental. Donc, je dirais, voilà, si déjà je pense la notion d'identification de compétences et la notion de formation est aujourd'hui indispensable en action au sein des industriels. Ah oui, et un autre point, c'est la plus grosse difficulté. On a parlé de beaucoup de définitions, il y en a plein. Mais pour pouvoir être opérationnel, c'est quels sont les indicateurs et comment on va définir les indicateurs. Et effectivement, je pense que dans une question de relocalisation ou d'industrie éco-responsable, c'est comment on va définir les pouvoirs publics, la région et les industriels eux-mêmes sur leurs indicateurs quantifiés de réduction d'impact. Voilà, je vous remercie. Je me permets de rebondir. Merci beaucoup, Nathalie. Et je voudrais donner la parole à Eloa. Oui, je me permets de rebondir. Elle est bien avec nous? Directement. C'est super. Alors, déjà, j'ai été... Une petite seconde, je voudrais préciser à tout le monde, pardon, Eloa. Nous aurons quelques minutes encore pour prendre des commentaires, des questions. N'hésitez pas à le faire sous forme écrite dans l'onglet discuter et levez la main pour les dernières questions avant 1 heure, avant 13 heures. Voilà, n'hésitez pas. Eloa. Oui, mais bonjour à tous et merci encore une fois d'utiliser ce type de créneau pour pouvoir tous discuter ensemble. Effectivement, je voulais m'engager sur le côté, sur le mot transition écologique et j'ai été mis dans le groupe souveraineté. Alors, c'est pas grave, on a discuté, mais du coup, ça me permet de rebondir à ce moment-là sur l'ensemble des propos évoqués. Pour le coup, je pense que je suis alignée avec quasiment tout. Alors forcément, il y a des petites notions où j'aimerais revenir, mais ce n'est pas tant le sujet d'aujourd'hui. Je pense que ce que je peux apporter, le fait d'être en plénière maintenant, c'est surtout la voix de notre nouvelle génération, hein, puisque je sors d'école il y a quand même 3 ans. Et c'est quand même des choses que je voulais souligner en disant que de ma fenêtre, hein, avec mes yeux, je le vois quand même une énorme transition engagée de la part de l'ensemble de ma génération. C'est tout simplement, mais c'est des choses qu'on entend dire à droite à gauche, je ne travaillerai pas dans une entreprise qui n'est pas engagée, écologiquement parlant, et les choses se bougent. Alors, évidemment pas partout, on ne peut pas en faire une généralité, mais en tout cas, clairement, je l'ai vu changer au fur et à mesure des dernières années et même des dernières générations. C'est tout bête, mais par exemple, le choix des projets qu'on doit faire encore en université, les générations au-dessus faisaient des projets complètement différents. Là, aujourd'hui, tous les projets sont engagés sur la transition écologique. Donc, c'est quand même des bons points, hein, que je souhaite souligner. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Et après, d'un point de vue plus professionnel, on a été aussi stimulés et accueillis par le territoire sur tous ces sujets. C'est quand même pour moi une bonne chose à noter pour dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et il va falloir le faire très rapidement. On connaît les enjeux, mais ça s'engage. Et pour revenir sur les métriques, ça, c'est un vrai sujet qui est un problème au quotidien, je pense, parce que beaucoup de gens utilisent des mots à tort. On n'a pas tous la même définition. C'est tout bête, mais entre le mot sustainable qui est utilisé de tous les côtés, le mot zéro émission, le mot true zéro, enfin, il y a plein de mots comme ça qui sont en train d'être définis justement par l'Europe. Et là, je réponds au sujet européen et je suis d'accord que je pense que c'est une définition qui est à une régulation. Vous avez parlé de métriques tout à l'heure, à mettre en place à l'échelle européenne puis nationale pour comment on part tous de la même définition. Et c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est redéfinir ces mots pour qu'on soit alignés et qu'ensuite chacun puisse les appliquer. Et ce côté opérationnel aussi, où il y a le côté théorique et le côté opérationnel au sein des entreprises, il y a un énorme travail de vulgarisation qui est à mettre en place, je pense, de la part des États, qui est comment appliquer les normes et les règles qui sont elles-mêmes en formation. Donc, je sais bien que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors, ça commence, hein, il y a déjà, on le voit bien, mais tout bêtement, il y a des personnes autour de moi qui commencent à travailler dans des cabinets
qui explique l'adaptation des entreprises au changement climatique en fonction des scénarios plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Qu'est-ce que ça doit donner dans leur prochain, dans l'opération de leur entreprise? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Et ça, c'est des missions de conseil. Et aujourd'hui, c'est fait chirurgicalement. Donc, c'est un client qui demande à une entreprise de le faire. Là où je pense que ça pourrait être fait plus généralement et pas en échange d'un... Enfin, le côté financier aussi et un peu certaines personnes, du coup, arrivent à en gagner de l'argent en vendant l'explication de l'État. Enfin, j'ai envie de dire, il y a aussi des choses où l'État pourrait aussi implémenter et vulgariser plus de ces sujets, là où c'est encore un peu trop flou, je pense. Donc, pour conclure, je dirais il y a quand même beaucoup de choses positives dans la nouvelle génération. Ça bouge, c'est en train de se mettre en place, mais il y a encore des efforts à faire sur les métriques, la définition des mots, de la définition et de l'opération de ces métriques au quotidien dans une entreprise. Merci beaucoup. Nous avons peut-être, on peut donner la parole à Laurent Joly qui a mis un message dans le chat. Oui, merci beaucoup. Je vais le redire un petit peu à l'oral. J'étais très intéressé par cette notion de compétitivité écologique et l'affirmation que demain, la compétitivité sera nécessairement écologique. Cette nécessité, on peut l'appeler de nos voeux, mais ma remarque consistait à dire que, pour une part, c'est ce qu'on m'a répondu, et je suis d'accord avec la remarque qui est venue, pour une part, un certain nombre d'entreprises pilotent à la profitabilité et que malheureusement, et c'est la question des indicateurs qui a été évoquée plusieurs fois, pour l'instant, la performance écologique n'est pas rétribuée, n'est pas valorisée, ne fait pas partie d'une métrique un peu hybride, un peu hybridée, qui intégrerait les impacts dans la profitabilité ou dans la génération de biens communs. Alors, il y a un statut particulier qu'on connaît, qui est assez récent, que sont les entreprises à mission, et toutes les entreprises à mission qui sont très financiarisées, comme on me répond dans le chat. Ces entreprises financiarisées, elles ont un objectif de profitabilité, et celles-ci ne sont pas encore sujettes ni à des mécanismes économiques, financiers, réglementaires ou fiscaux qui les incitent à changer d'instruments pour piloter leur trajectoire. Voilà, c'était ma remarque, en complément ou en petite réaction à cette affirmation que le futur sera nécessairement fait ou régi par cette notion de compétitivité écologique. Maintenant à Association Manifeste pour l'Industrie, Gabriel Collitis. Voilà. En fait, oui. Derrière l'association, c'est Gabriel. Voilà, qui se cache derrière. Non, je ne me cache pas. Ouais. Voilà, pour oui, plus de 2 minutes. 2 minutes. Oui, hein, entendu, 2 minutes. Je crois qu'on a évoqué la question, et Christophe est revenu dessus, localisation, délocalisation, relocalisation. Bon, très souvent, ces termes, en fait, tournent autour de la question des coûts. Alors, je ne voudrais pas dire que la question des coûts est secondaire, mais il ne me semble pas que dans la bataille de la compétitivité, la question des coûts soit la question principale. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de raisonner en termes de localisation, délocalisation, relocalisation, la question de l'ancrage territorial des activités me paraît absolument centrale. Et l'ancrage territorial des activités ne se joue pas sur les coûts. L'ancrage territorial des activités, de mon point de vue, se joue sur 3 termes. Premier terme, est-ce que l'entreprise trouve les compétences dont elle a besoin pour réaliser des biens ou des services qui sont complexes? Les entreprises aujourd'hui produisent 20% de la valeur des biens qu'elles mettent sur le marché. 80%, elles ne les produisent pas. Donc la question, elles les achètent. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'externalisation. Donc la question, c'est est-ce que l'entreprise trouve ou non dans le territoire les compétences multiples dont elle a besoin pour produire des biens et services complexes? Si elle trouve ces compétences, l'ancrage territorial est beaucoup plus affirmé. Compétences, confiance également, parce qu'il faut avoir confiance dans ses partenaires. Donc, il ne suffit pas que des compétences soient disponibles, encore faut-il avoir confiance dans les partenaires. Et enfin, et c'est là que ça se boucle de mon point de vue, c'est que évidemment l'ancrage territorial des activités peut permettre une très forte réduction de l'empreinte carbone. Donc, c'est plutôt dans ces directions-là qu'il faut aller.
plutôt que dans des logiques qui nous enfermeraient de manière excessive sur la question des coûts. Et enfin, je terminerai en disant qu'en effet, derrière les questions de transition, bifurcation, révolution, etc., écologique, je crois que le véritable enjeu, on l'a dit tout à l'heure dans l'atelier, dans le groupe dans lequel j'étais, c'est la question du développement. C'est ça la question centrale, c'est élaborer un nouveau modèle de développement. Et ce nouveau modèle de développement, sa composante centrale est une composante écologique. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je vais donner maintenant la parole à Christophe pour la clôture. Alors, Christophe, c'est peut-être un mot, vous avez envie de réagir, mais c'est aussi un mot. Oui, en un mot, une réaction par rapport à la compétitivité écologique. Oui, et je voulais dire que c'est aussi le mot de clôture. Et est-ce que vous pouvez ajouter un mot sur quelle est la recommandation que vous faites à la région Occitanie? Et tout ça en 1 minute. Oh, là, ça va être compliqué. Non, parce que je voulais évoquer ce qu'on appelle la notation extra-financière des entreprises. Pour attirer les investisseurs, il y a de plus en plus, au-delà des notations traditionnelles, de plus en plus ce qu'on appelle la notation extra-financière. Donc, c'est sur les résultats environnementaux, écologiques et sociaux d'une entreprise qui attirent ce qu'on appelle l'épargne disponible. Et donc, c'est un outil sur lequel il faut évidemment être très particulièrement attentif pour le développer, afin justement d'attirer les investisseurs vers des entreprises performantes en termes écologiques et sociaux. Et ça, c'est un élément qui se développe de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup d'exigences parmi les épargnants sur ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable ou en développement durable, investissement de développement durable. Donc, je crois que c'est un outil qu'il faut utiliser. Et là, ça, je rebondis sur l'intérêt régional aussi, qui peut être l'attractivité régionale par rapport à ces investisseurs, pour pouvoir justement avoir un cadre performant pour pouvoir attirer ces investissements écologiquement et socialement responsables. Donc, juste un mot sur la partie locale, avec tout ce qu'on a évoqué. C'est la dynamique pour attirer donc les entreprises de la relocalisation qu'on a beaucoup évoqué. J'ai évoqué le cadre public européen, mais évidemment, si les outils de cadre public européen permettent une relocalisation mécanique au sein de l'Union européenne, après, c'est chaque région avec ces initiatives qui vont permettre au sein de l'Union européenne d'attirer cette redistribution des cartes. Et donc là, et tout ce qui a été évoqué depuis ce matin en termes d'initiatives au niveau local, y contribue. Rajoutons simplement une dernière chose dont on n'a pas parlé. Le dernier élément, c'est évidemment utiliser les fonds structurels européens qui aident aussi à ces relocalisations qu'on n'a pas évoquées. Mais encore une fois, ça dépend aussi de la dynamique régionale et locale pour utiliser tous ces outils. Merci Christophe. Et Olivier Marty. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le mot de la fin. Merci. Merci à tous. Très court, sur quelques secondes. Ces échanges ont été extrêmement utiles. Il y a eu une diversité de perspectives très, très enrichissantes, je trouve. Je ne peux simplement que confirmer que l'échelon européen me paraît tout à fait utile pour accompagner ces dynamiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. François? Oui, si la demande, c'est un conseil à la région, c'est un conseil, en tout cas, je pense qu'elle a intérêt à poursuivre le travail qu'elle a déjà entrepris de cartographie des filières, des cartographies des chaînes d'approvisionnement, parce que c'est un levier essentiel pour réindustrialiser la région Occitanie. Merci. Élodie? Qu'est-ce que j'ai dit? Eloa, oui. Et Élodie, elle n'est pas loin. Oui. Et Nathalie? Donc, je vais intervenir. Alors, cartographie des compétences voilà. en conseil, et puis inscrire dans nos industries comme dans notre région la notion d'éthique environnementale dans son industrie. Merci Nathalie. Éloi?
Pas sûr. Voilà. On va revenir vers Éloi si elle est disponible à nouveau. Et sinon, je voudrais donner la parole à Christophe pour un mot de conclusion aussi de cette matinée. Oui, juste pour dire qu'on a beaucoup parlé ce matin des échelles et de l'articulation des niveaux d'action. Donc ça, on va le reprendre dans la discussion de cet après-midi. Et puis terminer pour moi par une provocation, parce que finalement, il a été beaucoup dit dans la discussion aussi que l'avenir de l'industrie, c'était un projet humain d'entreprise. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que pour faire l'industrie de demain, il faut changer les entreprises dans leurs projets, leur mode de régulation? Et donc ça, quelles sont les régions qui donnent des impulsions claires sur l'engagement dans les entreprises à mission, dans la RSE, etc. Et puis, est-ce qu'il faut changer les entrepreneurs et changer de génération d'entrepreneurs? Parce que quand on écoute certaines interventions, on peut se dire de manière provocatrice que la meilleure manière d'accélérer la transformation du tissu industriel, c'est de renouveler plus rapidement le tissu des entrepreneurs qui apportent d'autres regards et d'autres engagements. Éloi, on termine sur le mot entrepreneur. Bien sûr, mais c'est plus un débat que pour vous que ce mot signifie, puisque pour moi, je pense qu'il a une définition différente que tout le monde. Au sens littéral, c'est créateur d'entreprise. Après, il y a différents formats d'entreprise, mais personnellement, c'est plus le sujet du renouveau, d'être capable de créer une entreprise qui a du sens au sens juridique et chiffre d'affaires d'une entreprise, mais aussi renouveau pour lancer un moment d'innovation et d'impulsion dans l'État et l'État français, mais aussi européen, et pouvoir être fier de ses actions au quotidien dans un État. Je sais pas, je lance le débat, c'est plus une ouverture qu'une réponse. On est encore là ensemble quelques heures pour des travaux cet après-midi et demain matin. Merci. Voilà, je voudrais donner la parole maintenant à... Vas-y, si tu peux... Ah oui, je vais te donner ça pour parler. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Je vais zoomer. Si on prend les questions de la réindustrialisation, il y a à la fois l'idée que c'est un constat dans les éléments chiffrés, mais aussi une manière de se réinventer, de proposer d'autres manières de représenter l'industrie. Il était dit au début que je représentais l'industrie avec une petite usine. Alors, je n'ai pas remis de petite usine en comprenant bien l'écueil que ça pouvait être. Mais ça pose plein de questions. Est-ce que c'est une industrie avec notamment des questions environnementales? Elle revenait tout au long de la discussion. Ça pose la question aussi... j'ai ma connexion. Est-ce que ça revient? Excusez-moi, ma connexion est instable. Ça pose aussi la question de quelle est notamment la place de la région pour aider des entreprises qui seraient plutôt à petite échelle pour passer justement à une échelle industrielle. Quelles sont à la fois la dimension expérimentale, le cadre expérimental que peut proposer la région, et pour ça, quel est le travail de cartographie à la fois des filières et des compétences qu'elle peut faire pour mieux comprendre son territoire. Si je passe sur la question de la souveraineté, les mots sont assez liés. Il y avait plein de ponts entre les mots. Il y avait une première définition qui était que c'est une capacité d'agir de façon plus ou moins autonome, mais en fait, on voit que ça pose plein de questions, des questions de liberté, d'indépendance. On a parlé de questions d'autorité. Et que tout ça se faisait à plusieurs échelles. On a beaucoup parlé de l'échelle locale. Quelle est la souveraineté locale que va pouvoir proposer notamment la région, mais aussi à l'échelle européenne. Et finalement, cette question de souveraineté, elle est aussi imposée par une échelle qui est plus grande que l'échelle européenne, qui est l'échelle mondiale.
puisque la mondialisation va à la fois diminuer notre rapport à la souveraineté, mais elle le transforme aussi, elle nous oblige à nous re-questionner sur quel rapport à la souveraineté on veut avoir. Un groupe disait que c'était en lien entre l'industrie, l'environnement et le social. Donc, on est bien encore sur des questions qui vont toucher à la relocalisation, à d'autres mots dont on a parlé. Et un phénomène qui est très important, qui est le lien avec les crises, des crises économiques, et puis là, la crise sanitaire qu'on a eue, qui nous oblige à encore une fois, nous poser la question de quel est notre rapport à notre indépendance, à notre autonomie, à notre liberté aussi. Et donc, ça pose à la fois des questions très politiques, mais aussi l'obligation de se poser des questions de mutation sociale. Comment on accompagne ces différentes mutations sociales? Et là encore, ça se fait à plusieurs échelles. Ce qui nous amène à la question de la relocalisation. Alors là, il y avait un groupe qui expliquait un problème sémantique, que finalement, le terme relocalisation, il était porteur de tout un imaginaire qui n'était peut-être pas un imaginaire qu'on voulait poser, et notamment cet imaginaire autour d'une industrie productive, et qu'on relocalisait bien plus que ça. On relocalisait des sièges, on relocalisait des espaces de formation, des espaces de R&D, mais que tout ça se posait encore une fois à des questions d'échelle différentes, échelle de la région, échelle européenne, puisque la grande question autour de ça, c'était comment on organise une concurrence qui soit plus loyale, et avec un grand enjeu qui est un enjeu de responsabilité sociale et écologique. Ça posait la question aussi d'un ancrage territorial, puisque c'est en lien avec une question écologique, puisque qui dit ancrage territorial dit réduction des mouvements, des flux. Et ça posait cette question d'ancrage territorial, amenait la question de compétence et de confiance qu'on pouvait avoir sur le territoire, avec la petite question provocatrice de faut-il changer les entreprises ou les entrepreneurs, qu'on pouvait retrouver en lien avec les compétences. Et cette notion de compétence et de formation est revenue à plein d'endroits différents. C'est pour ça que j'ai essayé de la mettre à mi-chemin entre plusieurs mots, puisqu'il y a cette notion de formation qui peut être reliée à cette notion de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi plusieurs échelles de formation. Avec, si je passe du coup à la question de la transition écologique, l'idée que c'est à la fois une multitude de petites pratiques qui existent déjà, et du coup ça pose la question de comment on amène une vision globale de toutes ces pratiques, que ce ne soit pas plein de facettes éparpillées, mais ça pose aussi la question de comment on définit ces pratiques, quels sont les indicateurs qu'on se donne à la fois personnellement et collectivement pour pouvoir comprendre ces pratiques-là et se donner des objectifs qui soient entendables et faisables. On avait un groupe qui faisait un petit teasing sur 3 types de facteurs, les facteurs de la contrainte, d'opportunité ou d'adaptation. Ça donne envie de creuser sur ces facteurs. Et on a plusieurs approches différentes qu'on pourrait avoir sur cette transition écologique. Une transition géographique qu'on pourrait relier à la question de la relocalisation, parce que la transition écologique nous demande de repenser nos paysages, nos espaces. Une approche qui est plutôt une logique d'impact. Est-ce que la transition écologique n'est qu'une réduction des impacts sur l'environnement, sur la santé, sur les êtres humains, ou est-ce que c'est plus que ça? Et une approche sociologique, puisqu'elle ne peut pas être dissociée du territoire dans lequel elle s'inscrit. Et donc, ça demande de se poser la question de quelles vont être les réceptions, quelle va être l'acceptation sociale, et quel est le lien avec les personnes qui sont en dehors des industries, puisque finalement, il y a un lien qui est obligatoirement à faire. Voilà. C'est bon. Magnifique. Merci Lila pour cette synthèse. Et on peut clore nos débats, dire merci beaucoup à tous les intervenants qui ont fait beaucoup d'apports. Merci à vous tous qui avez participé dans les ateliers. Et voilà pour cette interactivité de ce matin. Voilà, merci beaucoup. Et rendez-vous à 14h30 pour la suite des travaux. Même lien. Et c'est le même lien. Voilà. D'autres
instructions. Donc, voilà, c'est bien. Bon appétit.